À propos de Berlin, l'anthropologue Emmanuel Terray écrivait ceci. D'autres métropoles peuvent s'enorgueillir d'une antiquité plus haute et d'un héritage plus riche. Mais seul Berlin porte aussi profondément gravé sur son visage la marque des passions et des délires dont notre espèce s'est révélée capable, en particulier depuis un siècle. Aujourd'hui, 30 ans après la chute du mur qui l'a coupé en deux, Berlin s'est réinventée. Malgré le poids de l'histoire, elle est devenue une capitale artistique et culturelle qui attire la jeunesse de toute l'Europe. À l'instar de Tokyo, c'est un laboratoire en perpétuelle évolution dont l'effervescence n'a d'égal que la créativité. Et au-delà de sa célèbre vie nocturne, elle réserve de nombreuses surprises à qui prend le temps de l'explorer. Alors si vous êtes prêt à découvrir les curiosités de Berlin, suivez le guide. Avant de commencer la visite, voici quelques faits sur Berlin qu'on ne connaît pas forcément. Tout d'abord, c'est une ville-État. Ça signifie qu'en plus d'être la capitale de l'Allemagne, c'est aussi l'un des 16 États fédérés, ou Länders, qui composent le pays. Pas étonnant donc qu'elle soit aussi grande. Avec ses 891 km², elle est 8 fois plus étendue que Paris. Ensuite, Berlin est une des villes les plus aquatiques d'Europe. Ça peut sembler très surprenant, mais elle contient plus de canaux et de ponts que Venise elle-même. Enfin, il y a plus de musées dans la capitale allemande que de jours de pluie dans l'année. On en dénombre plus de 170 et sur la Spree, on trouve même une île qui en est couverte. Surnommée l'île au musée, elle abrite l'une des collections d'œuvres d'art les plus prestigieuses au monde. Mais pour la première étape de cette escale, c'est dans un musée bien plus étrange que j'ai choisi de vous emmener. Situé en plein centre historique, le Design Panopticon se présente comme un musée surréaliste d'objets industriels. À mi-chemin entre exposition artistique, musée du design et cabinet de curiosités, ce lieu inclassable réunit plus de 3000 objets, tous plus bizarres les uns que les autres. Parmi les pièces exposées, on trouve aussi bien des appareils ménagers que des instruments de musique, des mannequins de crash test ou encore du matériel médical. On peut même voir un authentique poumon d'acier, ce caisson cylindrique dans lequel des personnes en insuffisance respiratoire pouvaient passer une vie entière. Outre leur aspect surprenant, ce qui fait le lien entre ces artefacts, c'est qu'ils semblent tous relever d'une technologie obsolète. Et pour la plupart d'entre eux, on a bien du mal à comprendre à quoi ils servaient. Mais ça fait justement partie de l'expérience. Il n'y a aucun panneau explicatif et les visiteurs sont chaleureusement invités à deviner. Derrière ce bric-à-brac hallucinant, il y a l'obsession d'un homme, Vlad Korniv. Depuis plusieurs années, ce photographe russe collectionne les objets insolites qu'il trouve dans les décharges et les marchés aux puces. Mais il ne se contente pas simplement de les exposer dans son musée. Tel un Frankenstein des vides-greniers, il assemble ses trouvailles entre elles pour créer des combinaisons surréalistes. Ainsi, non seulement Korniv sauve ses objets de l'oubli, mais en plus, il les transforme en œuvres d'art. À environ 1 km du Design Panopticon, le Monster Cabinet offre un univers assez proche, avec des créatures hybrides faites d'objets recyclés. Sauf que là, en plus, elles bougent. 1, 2, 3. Wake up! Wow, my beloved dad! Créé par le collectif d'artistes Dead Chickens, le Monster Cabinet nous plonge dans un parcours souterrain aussi étrange qu'inquiétant. On y accède en descendant un escalier étroit, tel Alice dans le terrier du lapin, mais c'est plutôt le côté obscur du pays des merveilles qui nous attend en bas. Araignées mécaniques, monstres en ferraille, dans chaque recoin du labyrinthe, les automates du sculpteur Hans Einer s'animent et nous racontent leur histoire. Quelque part entre la galerie des horreurs et le théâtre de marionnettes, le Monster Cabinet m'a rappelé l'atmosphère des Feebles, cette version cauchemardesque des Muppets réalisée par Peter Jackson. D'ailleurs, la visite est assurée par un des membres des Puppet Masters, groupe de hip-hop allemand entièrement constitué de marionnettes. À Berlin, il n'y a pas que dans les musées qu'on peut tomber sur les objets bizarres. Certains se trouvent en pleine rue, comme ici, dans le quartier de Charlottenbourg. Et non, il ne s'agit pas d'un feu rouge particulièrement complexe, ni d'un panneau de signalisation pour extraterrestres. Cet étrange dispositif lumineux n'est autre qu'une horloge.
Créée en 1975 par l'ingénieur Dieter Binninger, l'horloge de Berlin fut la première horloge au monde à fonctionner sur le principe mathématique de la théorie des ensembles. Et même si à première vue elle peut sembler très difficile à décrypter, sa lecture est en fait assez simple. L'horloge est constituée de 24 signaux lumineux disposés sur 5 niveaux. Le rond du haut marque les secondes. Les 4 cases de la première ligne représentent chacune 5 heures. Les 4 cases du dessous indiquent chacune 1 heure. La troisième ligne contient 11 cases qui correspondent chacune à 5 minutes et les 4 cases de la dernière ligne indiquent 1 minute chacune. L'horloge se lit de haut en bas, ce qui signifie qu'ici, par exemple, il est 9h34. Alors oui, il est plus facile de regarder sa montre ou son téléphone, mais avec son design rétro-futuriste, l'horloge de Berlin reste une des curiosités populaires de la ville. Installée à l'origine sur la Kurfürstendamm, l'avenue la plus célèbre de Berlin, elle se trouve aujourd'hui devant l'Europa Center, un vaste centre commercial. D'ailleurs, à l'intérieur de ce bâtiment, on peut voir une autre horloge très surprenante. Conçue en 1982 par l'artiste français Bernard Giton, il s'agit d'une clepsydre moderne haute de 13 mètres. Elle indique l'heure grâce à des sphères qui se remplissent d'eau progressivement et on l'appelle en toute logique l'horloge du temps qui coule. Puisqu'on parle de récipients remplis d'eau, il y en a un à Berlin qui vaut vraiment le détour. Situé dans le hall de l'hôtel Radisson Blu, au cœur de la ville, l'Aquadome offre une vision particulièrement impressionnante. Avec ses 25 mètres de haut et ses 12 mètres de diamètre, c'est le plus grand aquarium cylindrique au monde. Il contient 1 million de litres d'eau, un récif corallien et plus de 110 espèces différentes. Mais le plus spectaculaire, c'est que l'Aquadome renferme un ascenseur qui permet de le visiter de l'intérieur. On se retrouve alors entouré par plus de 1500 poissons tropicaux et parfois même par les plongeurs qui entretiennent l'aquarium chaque jour. Si vous ne devez voir qu'un seul ascenseur à Berlin, c'est clairement celui-là. Mais si vous avez le temps d'en voir d'autres, je vous conseille d'aller faire un tour à la maison Ludwig Erhard, le bâtiment futuriste qui héberge notamment la Bourse de Berlin. Dans l'atrium de l'immeuble, vous trouverez des ascenseurs qui sortent tout droit d'un film de science-fiction. Et pour continuer sur ce thème, nous nous rendons à présent dans la bibliothèque centrale de l'université Humboldt, près de l'île aux musées. Avec plus de 2 millions d'ouvrages consultables et plus de 20 000 m² de surface, le Centre Grimm est la plus grande bibliothèque en libre accès d'Allemagne et c'est sûrement la plus impressionnante. Conçu par l'architecte Max Dödler, ce grand bâtiment minimaliste peut sembler austère vu de l'extérieur. Mais c'est au cœur de l'édifice que se trouve son joyau. Une salle de lecture monumentale, à l'atmosphère et au design unique. Avec ses espaces de travail disposés en terrasse et son immense quadrillage de bois, la salle donne presque le vertige. Comme si on se retrouvait à l'intérieur d'une structure infinie. C'est l'une des salles de lecture les plus spectaculaires au monde, et si j'étais un étudiant berlinois, j'y passerais sans doute le plus clair de mon temps. Toujours dans la catégorie science-fiction, impossible de faire l'impasse sur le Bierpinsel. Designée par les architectes Ralph et Ursulina Schuller, cette tour brutaliste de 47 mètres fut bâtie dans les années 70. D'après ses créateurs, elle est censée rappeler la forme d'un arbre, mais personnellement, j'y vois plutôt une base de super-héros. À l'origine, les 3 niveaux du Bierpinsel abritaient des restaurants et une boîte de nuit, mais le bâtiment fut revendu en 2002 et il ferma finalement ses portes en 2006. 4 ans plus tard, dans le cadre d'un projet artistique, on invita plusieurs graffeurs internationaux à redécorer la tour. Ce sont eux qui lui donnèrent le look pop art qu'elle arbore encore aujourd'hui. Grâce à son architecture iconique, le Bierpinsel est classé monument protégé depuis 2017, mais au moment où nous étions sur place, il était toujours à l'abandon. Ce qui m'amène à vous parler d'une des grandes spécialités de Berlin, les lieux abandonnés. Entre la Seconde Guerre mondiale et la chute de l'Allemagne de l'Est, les chaos du XXe siècle ont laissé de nombreux vestiges. Usines, camps militaires, aéroports, comme autant d'épaves échouées sur les rives de l'histoire. À Berlin, il y a tellement de sites abandonnés qu'on pourrait y consacrer une vidéo entière, mais j'ai choisi de me concentrer sur 2 lieux en particulier, et le premier est un des plus grands temples de l'Urbex. Situé à 50 km au sud-ouest de la ville, le sanatorium de Billitz est un immense complexe hospitalier qui s'étend sur plus de 200 hectares et qui compte une 60aine de bâtiments. Tous, ou presque, abandonnés.
Construit à la fin du 19e siècle, le complexe avait pour but premier d'accueillir les malades de la tuberculose, mais à partir de la Première Guerre mondiale, il se transforma en hôpital militaire. D'ailleurs, un jeune soldat du nom d'Adolf Hitler y fut soigné après avoir été blessé durant la bataille de la Somme. En 1945, l'armée rouge s'empara du site et le sanatorium de Bilitz devint alors le plus grand hôpital militaire soviétique en dehors de la Russie. Il le resta jusqu'en 1994, date à laquelle le complexe fut abandonné. Depuis, à l'exception de quelques zones encore utilisées pour le traitement des maladies neurologiques, la grande majorité du complexe fait figure de village fantôme, avec ses grands édifices laissés à la poussière et au silence. La plupart d'entre eux sont condamnés, mais certains restent ouverts aux visiteurs, tels que l'ancien centre de soins pour femmes ou le pavillon de chirurgie. En explorant les longs couloirs de ce dernier, jonchés de gravats, on est frappé par l'étrange beauté du délabrement. Peinture écaillée, graffiti, matériel rouillé, une atmosphère de fin du monde à laquelle s'ajoutent les histoires de fantômes, inévitables, qui circulent sur le lieu. Notre deuxième site est moins étendu, mais son histoire est encore plus surprenante car elle implique notamment des espions, une école nazie indestructible et, bizarrement, David Lynch. Après la destruction de Berlin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on utilisa les débris de la ville pour construire plusieurs collines artificielles. La plus haute d'entre elles mesure 120 mètres de haut et elle a pour nom Teufelsberg, littéralement la montagne du diable. Entouré par la forêt de Grunwald, le Teufelsberg est le point culminant de Berlin, mais ses entrailles cachent un sombre secret. En 1942, les nazis avaient commencé à bâtir une université militaire à l'emplacement actuel de la colline. Les Alliés tentèrent de détruire le bâtiment à l'aide d'explosifs, mais il était si solide qu'ils décidèrent finalement de l'ensevelir sous plusieurs millions de tonnes de gravats. Si la seule particularité du Teufelsberg était de renfermer une ancienne école nazie, ce serait déjà étonnant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant la guerre froide, les services secrets américains installèrent une de leurs plus grandes stations d'espionnage au sommet de la colline. Leur objectif était de capter les transmissions qui venaient du bloc soviétique, puis d'envoyer les plus intéressantes en Angleterre et aux États-Unis. Les écoutes se faisaient grâce à des antennes protégées par des radomes, ces sphères blanches qui ressemblent à des balles de golf géantes. Curieusement, leur réception était meilleure à certains moments de l'année. Les espions finirent par comprendre que c'était grâce à une grande roue qui faisait office d'amplificateur. Ils demandèrent alors à ce que la roue, qui était installée une fois par an pour la fête germano-américaine, soit laissée en permanence. La station fut fermée après la chute du mur de Berlin, puis laissée à l'abandon. Mais les bâtiments et leurs sphères sont toujours là, créant un étrange paysage au-dessus des arbres. Au fil des années, plusieurs projets de réaménagement furent annoncés. En 2007 par exemple, la fondation David Lynch voulait y installer une université consacrée à la méditation transcendantale. Le cinéaste posa même symboliquement la première pièce de l'édifice. Mais la forêt qui entoure le Teufelsberg est protégée et le projet ne fut jamais validé. Finalement, ce sont les artistes qui se sont appropriés le lieu, couvrant l'ancienne station d'espionnage de fresques et de graffitis. Aujourd'hui, sur les décombres combinés du nazisme et de la guerre froide, la montagne du diable abrite l'une des plus grandes galeries à ciel ouvert d'Europe. Le bâtiment que nous allons visiter à présent aurait très bien pu, lui aussi, se retrouver sur la liste des lieux abandonnés. Il s'agit d'un gigantesque hangar qui se dresse au milieu de la campagne brandebourgeoise, à environ 1 heure de Berlin. Avec 7 hectares de surface et 107 mètres de haut, l'aérium est même l'un des 5 plus grands bâtiments au monde et celui qui aurait le plus grand volume ininterrompu. À la base, il fut conçu par la société Cargolift pour accueillir le plus grand ballon dirigeable de tous les temps, le CL-160. Mais la compagnie fit faillite en 2002 et le dirigeable ne vit jamais le jour. C'est alors qu'intervient Ananda Krishnan,
un homme d'affaires malaisien qui racheta le hangar un an après, mais pas pour y ranger des ballons. À la place, il décida d'y créer une île tropicale. Ouvert en 2004, Tropical Islands est le plus grand parc aquatique couvert au monde. Dans ce paradis artificiel, il fait 26 degrés toute l'année et on se croirait davantage en Polynésie que dans la campagne allemande. Parmi les visions surprenantes qu'offre le parc, on trouve notamment une plage de 200 mètres qui borde une mer grande comme 4 piscines olympiques. On peut aussi voir un lagon d'inspiration balinaise avec sa grotte et sa cascade. Mais l'attraction la plus surprenante du lieu, c'est sans doute sa forêt tropicale. Avec plus de 50 000 plantes, un sentier d'1 kilomètre et une mangrove, c'est tout simplement la plus grande jungle couverte au monde. Au fait, je vous ai dit que le bâtiment était grand, on pourrait même y coucher la tour Eiffel sur le côté ou la statue de la Liberté debout sur son socle. En fait, l'aérium est tellement vaste qu'on peut carrément faire de la montgolfière à l'intérieur. Alors bien sûr, quand on se balade dans ces tropiques artificiels, on peut avoir l'impression d'être enfermé sous le dôme du roman de Stephen King ou dans le décor du Truman Show, avec son faux ciel et son beau temps perpétuel. Mais l'édifice en lui-même est si incroyable qu'il mérite vraiment le déplacement. Promis, l'île que nous allons visiter à présent est totalement vraie. Située sur la rivière Havel, au sud-ouest de Berlin, l'île aux Pans est une petite île de 67 hectares inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle fut acquise à la fin du XVIIIe siècle par le roi Frédéric Guillaume II, qui en fit un lieu d'escapade privée pour lui et sa maîtresse Wilhelmine Henke. Et comme le roi n'était pas du genre à faire les choses à moitié, il y fit ériger un château tout droit sorti d'un conte de fées. Construit par le maître charpentier Johann Gottlieb Brendel, ce château blanc de style romantique est presque entièrement en bois. Il possède 2 tours reliées par un petit pont de fer, et sa façade décorée avec de fausses briques le fait un peu ressembler à un décor de film médiéval. Après la mort du roi, son fils Frédéric Guillaume III fit installer une ménagerie inspirée de celle du Jardin des Plantes à Paris. On y trouvait tout un tas d'animaux exotiques tels que des alligators, des singes, des kangourous et évidemment des pans. Dans les années 1840, les animaux furent transférés au zoo de Berlin, mais les pans restèrent sur l'île. Et aujourd'hui, leurs descendants s'y baladent toujours librement. Une fois n'est pas coutume, nous allons conclure cette escale avec un lieu qui n'existe pas encore. Pour l'instant, son futur emplacement est occupé par un pavillon d'information situé sur la Petriplatz, au centre de Berlin. Mais quand il sera construit, ce sera un endroit unique au monde qui réunira une église, une mosquée et une synagogue au sein d'un même bâtiment. Son nom, la Maison de l'Unité. Ce projet inédit est né en 2009 lorsque des archéologues découvrirent les vestiges de la première église de Berlin au niveau de la Petriplatz. C'est sur ce site symbolique qu'un imam, un pasteur et un rabbin décidèrent d'ériger un lieu qui réunirait les 3 religions monothéistes. En 2011, pour relever ce défi architectural sans précédent, l'agence QN Mavelzi proposa un plan où chaque communauté possède un espace de forme spécifique. Carré pour la mosquée, hexagonal pour la synagogue et rectangulaire pour l'église. Au cœur de l'édifice, une grande salle ronde servira de lieu de rencontre entre les membres des 3 cultes. Quant à l'extérieur, son aspect reflètera l'universalité du projet et il n'arborera aucun signe religieux distinctif. Le coût des travaux s'élève à 43 millions d'euros, et comme le financement repose en grande partie sur des donations, le chantier a été repoussé à plusieurs reprises. Mais en janvier 2019, soit 10 ans après la naissance du projet, une annonce officielle a été faite. La première pierre de la Maison de l'Unité sera posée en avril 2020. Si j'ai choisi de terminer par ce projet un peu utopique, c'est parce qu'il dit quelque chose d'essentiel à propos de Berlin. Cette ville est profondément marquée par les cicatrices de l'histoire. Peut-être plus qu'aucune autre, elle a incarné les déchirures du XXe siècle. Mais aujourd'hui, à travers sa culture et son ouverture, elle est plus que jamais tournée vers l'avenir. En espérant que la visite vous a plu, je vous dis à bientôt
pour une nouvelle escale. Je vais rentrer dans la serrure. Je suis fou.